Bonjour. Le blocage de la branche gauche du faisceau de His se traduit par de profondes modifications sur l'électrocardiogramme. Cette lésion est assez fréquente, notamment chez les sujets âgés ou chez les sujets porteurs de cardiopathie structurelle. Nous allons voir qu'il est possible néanmoins de regarder les QRS en détail et de détecter justement ces maladies structurelles et également de comprendre la repolarisation pour détecter des maladies ischémiques ou autres. Alors, rappelons-nous que la conduction intraventriculaire contient d'une part une branche droite, une branche gauche, et que cette branche gauche est divisée en faisceaux antérieurs, postérieurs et parfois septales, on n'en parlera pas ici. Alors, la traduction sur l'électrocardiogramme va être une modification importante des QRS, puisque les QRS traduisent justement cette conduction intraventriculaire. Quand il y a un blocage partiel dans les branches du faisceau de His, on appelle ça un bloc de branche ou un bloc fasciculaire, voire bifasciculaire, si un faisceau de la branche gauche est impliqué. Lorsque le blocage est complet, soit il est intermittent et on appelle ça un bloc auriculoventriculaire du deuxième degré type Mobitz 2, ou alors un bloc auriculoventriculaire de haut degré ou du troisième degré. Là, nous allons nous intéresser à un bloc fasciculaire gauche, c'est-à-dire un hémibloc antérieur de la branche gauche. Vous savez que la branche gauche se divise schématiquement en deux faisceaux, un faisceau qui suit l'IVA et qui va aller rapidement activer le septum et la paroi antérieure et apicale du ventricule gauche, et un faisceau postérieur gauche qui suit, si on veut être schématique, l'artère circonflexe et va s'occuper plutôt de la paroi postéro-latéro-basale. Alors, le front de dépolarisation ventriculaire en cas d'hémibloc antérieur-gauche ne peut plus utiliser cette hémibranche antérieure la plus fragile. Aussi, elle utilise l'hémibranche postérieure gauche. Postérieure gauche veut dire que tous les influx vont passer préférentiellement par celle-ci, et donc il va y avoir une déviation dans le plan frontal hypergauche de l'axe des QRS. Alors, je vous mets toutes les petites définitions exactes sur la diapositive, vous pourrez les retrouver plus tard. Nous allons les voir ensemble sur cet électrocardiogramme. Voyez-vous, la première chose qui doit attirer l'œil sur un bloc antérieur-gauche, c'est que la dérivation D2 est négative. Si D2 est négative, c'est que l'axe est à plus de 90 degrés de D2. En général, elle est hypergauche. Vous voyez qu'ici, nous avons deux ondes R bien grandes en D1 et en VL, avec VL supérieur à RD1, elle doit être bien supérieure même à RD1 pour qu'il y ait un axe au-delà des moins 45 degrés qui définit l'hémibloc antérieur-gauche. Il y a deux autres critères qui sont que cette QRS contient une petite onde Q initiale et que le pied du QRS est élargi. Vous le voyez bien ici, il y a un élargissement, un empattement terminal du pied du QRS dans l'hémibloc antérieur-gauche, et c'est ce trouble de conduction qui est responsable de l'onde T inversée, qui est fréquente dans tous les blocs de branche, même les hémiblocs antérieur-gauche. Alors, par ailleurs, cela modifie un peu la présentation des QRS dans le plan horizontale, puisque nous avons parfois une petite onde R légèrement rabotée dans les dérivations antérieures et l'apparition d'une onde S en V5, V6. Enfin, surtout, il y a une disparition de l'onde Q en V5, V6. Comme tous les blocs gauche, l'onde Q disparaît. Donc, trois modifications également dans le plan horizontal. Un petit rabotage des ondes R, une onde S en V6 et la disparition de l'onde Q, ce qui d'ailleurs va nous gêner pour les indices d'hypertrophie ventriculaire gauche qu'on ne peut pas utiliser si facilement que ça en cas d'hémibloc antérieur gauche. Alors, en voici un deuxième exemple. On est frappé par RD2 négatif, avec, comment dirais-je, une onde S supérieure à R, donc le QRS est négatif en D2. Immédiatement, nos regards constatent que RVL est plus grand que RD1, avec une petite onde Q, un empattement distal du pied de l'onde R. Donc, c'est un hémibloc antérieur gauche avec un axe ici à moins 50. Donc, il existe des petits troubles de la repolarisation. Et chez ce patient, on regarde ensuite les dérivations donc horizontales et on constate qu'il existe bien une disparition de l'onde Q septale en V5, V6,
Mais surtout, ça n'empêche pas de tout regarder. Vous voyez qu'il existe quand même de très grandes ondes R en V5, V6, avec des troubles secondaires de la population qui ne sont pas ceux d'un hémibloc antérieur gauche. Vous voyez comme le STT est négatif ici, on regarde de très grandes ondes R. Donc ce patient a à la fois un hémibloc antérieur gauche, une HVG. Il est quand même possible de le voir chez lui. Donc nous allons voir maintenant un bloc fasciculaire gauche. Donc ce bloc se traduit pas exactement par le contraire de tout à l'heure. Un front de dépolarisation ventriculaire qui ne peut pas utiliser l'hémibloc postérieur et donc va utiliser l'hémibloc antérieur gauche. L'hémibranche antérieure gauche, on aura donc une déviation droite de l'axe des QRS, c'est un critère indispensable. Là je vous ai mis tous les petits critères qui sont académiques, on va le voir sur cet électrocardiogramme. Alors tout de suite, l'hémibloc postérieur gauche est rare, signalons-le. Il faut qu'il y ait un axe des QRS déplacé à droite au-delà des 90 degrés, puisque l'influx va utiliser l'hémibranche gauche, donc 90 degrés, ça veut dire que R va dominer en D3. Quand vous voyez une grande onde R dominante en D3, vous êtes en droit de vous demander s'il n'existe pas un hémibloc postérieur gauche, et on va retrouver les mêmes critères que tout à l'heure, une petite onde Q, un empattement terminal de l'onde R, ici il n'y a pas l'onde T inversée, mais normalement elle l'est, simplement ce patient a d'autres problèmes, et devant un axe supérieur à 90 degrés, ici 110 degrés, il faut y penser. Alors les diagnostics différentiels sont les sujets très longilignes, les sujets qui ont un axe du cœur vertical, et aussi les maladies du cœur droit, notamment en rapport avec des cardiopathies pulmonaires, puisque la surcharge du ventricule droit dévie à droite l'axe des QRS. C'est donc un diagnostic d'élimination l'hémibloc postérieur gauche, et je vous signale que c'est très rare. Alors chez ce patient, c'est tellement rare qu'en plus, il y a un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré, donc on voit avec un petit bloc droit, ce qui explique qu'il ait cette association, une fois sur deux, qui donne un BAV2, car cet hémibloc est rare et sévère. Alors le bloc de branche gauche, on va le voir sur ce schéma, c'est l'altération sur ce petit dessin en haut à gauche, au niveau de la flèche rouge, de la branche gauche. Donc l'influx initial va utiliser la branche droite, le septum dans son premier vecteur va être dépolarisé à partir de la branche droite, ce qui veut dire qu'il va y avoir d'une part une descente en V1 du flux de dépolarisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une onde S, puisque si je me mets en V1 et que je regarde le septum, je vais voir un courant de charge positive s'éloigner de moi, donc une descente profonde en V1 initiale. Il y a en V6 et en V5 une disparition de l'onde Q, puisque le septum n'est plus activé par la branche gauche, et au contraire, on voit l'activation septale depuis la branche droite sous forme d'une positivité. Puis dans un deuxième temps, on a une dépolarisation apicale et secondairement une dépolarisation qui revient vers le ventricule gauche, donc il va y avoir un petit crochetage, et tandis qu'en V1, eh bien, on va terminer cette dépolarisation négative. Et enfin, nous allons avoir un QRS large, puisqu'on met beaucoup de temps pour arriver à la paroi latérale du ventricule gauche. Donc si je mets mon électrode en V6, je vais voir après un certain temps la fin de la dépolarisation, ce qu'on appelle le retard à l'inscription de l'onde R, ou avant on disait aussi retard à la déflexion intrasécoïde. Moi je préfère retard à l'inscription de l'onde R, c'est ça qui va signer le bloc de branche gauche. Et de l'autre côté, je vais voir une onde Q large et profonde, avec un QRS élargi en rapport avec le temps qu'il faut pour dépolariser la paroi latérale du ventricule gauche. Donc il y a des critères que nous allons revoir sur les électrocardiogrammes en détail. Alors voilà, un électrocardiogramme normal fait moins de 110 millisecondes, un bloc de branche gauche fait 120 millisecondes au minimum. On retrouve l'onde S rapidement descendante, avec une disparition de l'onde R par rapport à tout à l'heure. Vous voyez que les ondes R sont complètement rabotées de V1 à V4. Et en V6, on a dit qu'il y avait une disparition de l'onde Q septale dans le bloc de branche gauche et un aspect crocheté indispensable avec un QRS de plus de 120 millisecondes. Ici, vous avez ce qu'on appelle la discordance appropriée de la repolarisation. Vous voyez que cette fois-ci, autant on pouvait avoir une onde T négative, autant dans le bloc gauche, elle sera toujours positive si c'est un bloc de branche gauche typique. Vous voyez qu'il existe une surface à peu près proportionnelle au QRS, c'est une discordance appropriée. Quand le segment STT est positif, c'est parce qu'il existe ici un segment QS. Et à l'inverse,
Quand on va être devant un QRS à polarité positive, on va avoir un petit sous-décalage du point J et une repolarisation négative. Donc quand le STT est en opposition au QRS, c'est une discordance appropriée. On va le revoir sur cet électrocardiogramme en détail. Alors on repère des QRS larges, tout de suite on voit des QRS larges et crochetés qui font partie du diagnostic positif du bloc de branche gauche, en D1 ou en V6. Ici, il n'est pas crocheté, le sommet de l'ondaire, mais là, on le voit bien, et en VL aussi. Donc, le QRS fait plus de 120 millisecondes, avec un axe gauche, c'est la définition du bloc de branche gauche. Et les critères secondaires sont que les ondaires sont rabotés, on l'a vu en V1, V3, V4. Par contre, en V5, V6, c'est normal. Et la repolarisation, eh bien, il y a une discordance appropriée partout, puisque le segment STT est négatif quand l'ondaire est positive. Et c'est vice-versa ici. Vous voyez que la surface sous la courbe est opposée à l'importance du QRS et la discordance appropriée, avec des critères précis, mais il faut entraîner son œil à voir que le segment ST est positif quand l'onde S est dominante. Voici un autre exemple. Alors on retrouve ce crochetage du QRS en D1 et en V6. Les critères mineurs, c'est-à-dire le rabotage de l'ondaire et la descente rapide de l'onde S en V1, V3. Ensuite, la disparition de l'onde QV5, V6 et la discordance appropriée respectée. Partout, regardez bien, la surface STT est à peu près proportionnelle au QRS. On va le retrouver ici. Et plus le point J est élevé, plus l'onde S est profonde. Tout ça est approprié. Toujours cette relative proportionnalité entre l'importance du point J qui descend et le QRS. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a un QRS à 192 millisecondes. Donc c'est un bloc de branche très large, il faut le noter dans le compte-rendu, parce qu'il y a des techniques de resynchronisation du ventricule gauche en cas d'insuffisance cardiaque. Donc un bloc de branche gauche, on le signale et on donne sa largeur. On dit qu'il est typique et que la repolarisation est appropriée. Voilà les trois critères. Alors, un deuxième exemple, vous voyez, ce patient a, comme toujours, un bloc de branche gauche avec une ondaire crochetée. Un QRS très large, plus de 120 millisecondes, il faudra noter que c'est 160 millisecondes, et essayer de l'expliquer. Il faut comprendre qu'un bloc de branche gauche, plus il est large, plus il y a un trouble, soit de la conduction qui est associée, comme une hypercalémie par exemple, soit une ischémie, soit des troubles médicamenteux. En tous les cas, chez ce patient, il y a un QRS qui est large, avec une repolarisation, vous voyez, qui est bizarre, mais qui est proportionnelle à l'importance de l'onde S. Le ST+ peut faire 7 mm devant une grande onde S comme ça. On verra ça dans les signes de cardiopathie ischémique. Il existe une proportionnalité de la surface sous la courbe ici avec celle-ci. C'est un bloc de branche gauche qui est trop large, mais dont la repolarisation est appropriée. Donc il faut chercher une cardiopathie. Ce patient a une cardiopathie dilatée quand le QRS fait plus de 140 millisecondes par exemple. Alors un autre exemple, car les QRS doivent être regardés en détail également, on va le voir sur ce tracé. Vous voyez, on retrouve le bloc de branche gauche, mais il y a une particularité. Ici, les ondaires ne poussent pas bien du tout. Vous voyez, V3 a même tendance à régresser, ne pousse toujours pas en V4, et en V5 apparaît une onde Q. Donc les QRS, il faut les regarder, leur largeur et leur conformité par rapport à ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est pas qu'il y ait une onde Q en V5, et c'est pas qu'il y ait une repolarisation, une dépolarisation crochetée ici en V4. On appelle ça le signe de Cabrera. Vous voyez, cette repolarisation crochetée sur la branche ascendante de S, soit en V3, soit en V4. C'est un signe en tous les cas, de cardiopathie structurelle et peut-être de séquelles d'infarctus. On ne peut pas le savoir sur cet électrocardiogramme, mais on se souviendra que le signe de Cabrera est que des croissances inappropriées de l'ondaire de V1 à V4 ou V5 signalent des cardiopathies structurelles. Alors, un autre exemple sur ces QRS anormaux. Vous voyez, on a bien un bloc de branche gauche ici. On regarde notre croissance de V1 à V4, et là, on voit qu'il y a une décroissance de V1 à V4 avec une onde Q ici. Alors, après, si on regarde vite, tout est bien, mais vous voyez que vous devez tiquer. Il existe une anomalie des QRS, un rabotage de R en V3 surtout, et une onde Q en V4 qui est très en faveur d'une séquelle d'infarctus, d'autant plus qu'il existe des troubles de la repolarisation avec l'onde T du côté de l'onde S. Normalement, le STT est du côté opposé à la polarité du QRS, ce n'est pas le cas ici.
Donc on retiendra qu'il y a un bloc de branche gauche avec une repolarisation atypique, des QRS atypiques, et c'est en fait une séquelle d'infarctus. Donc vous voyez que le bloc de branche gauche ne masque pas tout. On peut en décrire la largeur des QRS et leur conformité, et enfin la repolarisation comme on le verra tout à l'heure. Alors, on continue avec des blocs de branche gauche un peu particuliers. Vous voyez qu'ici, le bloc de branche gauche est bien crocheté, bien large, mais à la fin du tracé, le QRS s'est brutalement affiné. Donc un bloc de branche gauche qui survient quand la fréquence cardiaque est rapide, comme on peut le voir ici, mais dès que la fréquence cardiaque est un peu plus lente, le bloc de branche gauche disparaît. C'est ce qu'on appelle un bloc de branche gauche fréquence dépendant ou aberration ventriculaire fréquence dépendante. Ce qui est intéressant sur ce tracé, c'est de voir que les modifications de la repolarisation sont importantes après un bloc de branche gauche. On appelle ça un effet Chatterjee. Vous voyez que les QRS sont fins, mais qu'il existe une onde T inversée. Alors celle-ci ne doit pas être interprétée comme un signe de cardiopathie ischémique, car cet effet Chatterjee peut disparaître au bout de certains temps, quelques battements, quelques heures parfois, et on retrouve le segment STT approprié par rapport à l'onde S, mais ici c'est pas approprié, il y a une disparition du bloc de branche gauche, et on se souviendra que ceci donne des troubles de la repolarisation qui peuvent persister quelque temps après la disparition du bloc de branche gauche. On va en voir un deuxième exemple ici. Vous voyez, ce patient a une tachycardie à 120 régulière avec un bloc de branche gauche. On retrouve l'onde R qui pousse bien que le QRS soit un peu fragmenté ici. Et le QRS autour de 140 millisecondes, un peu large aussi. La repolarisation est appropriée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ce bloc de branche gauche va disparaître, vous voyez qu'on a ralenti la tachycardie à 85, eh bien le bloc de branche gauche a disparu, mais il existe encore des troubles de la repolarisation qui persistent. Donc je le rappelle, un bloc de branche gauche donne des troubles de repolarisation qui persistent après sa disparition. C'est ce qu'on appelle effet Chatterjee ou mémoire du cœur. Évidemment, tous ces patients ont généralement des coronarographies tellement on a peur pour leur coronaire. Alors, le diagnostic différentiel des blocs de branche gauche, le plus simple, c'est le bloc incomplet gauche. Vous voyez, ici, il y a un retard gauche, il y a une disparition de l'onde Q, un empattement du pied de l'onde R. Il n'y a pas d'hémibloc antérieur gauche puisque D1 égale VL, alors que dans l'hémibloc, il faut que VL dépasse V1. Le QRS, qui plus est inférieur à 0,12 centième de seconde. Il y a des troubles de la repolarisation dans le bloc gauche, que ce soit un hémibloc ou un bloc incomplet gauche. Mais ici, le QRS ne fait pas 120 millisecondes. Il n'y a pas d'anfractuosité du sommet de l'onde R. C'est un bloc incomplet gauche. Un deuxième exemple de diagnostic différentiel, on a l'impression que le QRS est bien plus large que tout à l'heure, mais vous voyez qu'il existe une onde Q quand même. Or, des ondes Q dans le bloc de branche gauche, normalement non, pas des ondes Q fines, des ondes Q larges parfois, mais des ondes Q fines, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, les QRS sont très voltés. Il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche très large, à tel point qu'elle simule un bloc de branche gauche parce qu'elle fait 130 millisecondes. Et donc on se souviendra que ce n'est pas la largeur seulement du QRS qui définit le bloc de branche gauche, mais également la disparition des ondes Q, l'aspect R' fragmenté en D1 de façon nette, peut-être un peu plus ici, mais c'est un diagnostic différentiel car ce patient a une hypertrophie ventriculaire gauche avec un bloc focal gauche et pas un bloc complet puisqu'il existe toujours une dépolarisation septale. Alors, je tiens à vous montrer ce diagnostic non pas différentiel de bloc de branche gauche car ce patient a un BBG cette fois-ci, un QRS très large avec une onde R bien élargie ici, on le voit bien ici en V5, V6. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que de temps en temps, il existe un QRS qui a l'air d'être un bloc de branche gauche, vous voyez, en V6 ou en D1, c'est-à-dire une onde R un peu large, comme ça, avec un retard d'inscription du sommet de l'onde R, mais elle est plutôt monophasique, contrairement à celle-ci. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est une extrasystole ventriculaire, vous voyez. Une extrasystole ventriculaire à retard gauche, regardez comme la descente de l'onde S ou Q est fragmentée ici, vous voyez comme on le retrouve ici. Le SV, contrairement au BBG, a une descente ralentie initialement et le BBG a une descente rapide. Ça sera très utile pour faire le diagnostic entre les TV avec retard gauche et les TSV avec bloc de branche gauche. On verra ça plus tard.
Donc, des aspects morphologiques qu'on retrouvera, vous voyez l'aspect bloc de branche gauche avec une descente rapide en V1, tandis qu'en cas d'ectopie ventriculaire, on a soit une ondaire très large initialement en V1, V2, soit une descente lente et crochetée, soit un retard à l'inscription du nadir de S. Ce sont des critères de TV qu'on reverra. Donc, ESV retard gauche, diagnostic différentiel. Voilà encore un autre diagnostic différentiel. Vous voyez, on a l'impression que c'est un bloc de branche gauche, comme ça. On a une ondaire élargie, un QRS à 120 millisecondes, un retard gauche. Bon, voilà, si on va un petit peu vite, on dit que c'est un bloc de branche gauche, mais non. Car nous avons ces fameuses ondaires un peu larges, comme ça. C'est pas un bloc de branche gauche. L'ondaire, elle est fine dans le bloc de branche gauche. La descente, elle est rapide. Ici, le nadir est retardé, le nadir de l'ondesse. Nous avons une ondaire large, plus de 40 millisecondes, et une ondaire plutôt monophasique, alors que dans le bloc de branche gauche, elle doit être crochetée à son sommet. Ce n'est pas le cas. Et en plus, si on regarde bien, il n'y a pas d'ondaire ici. Il n'y a pas d'onde P, je veux dire. Pas d'onde P, c'est un drôle de rythme qui n'est pas sinusal. Donc on ne parle de bloc de branche gauche qu'en cas de rythme sinusal. Ici, il existe tout un ensemble de critères en faveur du fait que c'est un rythme idioventriculaire, qu'on appelle aussi un RIVA, et non pas un bloc de branche gauche. Donc c'est un diagnostic différentiel. On doit être en rythme sinusal pour parler de bloc de branche gauche. Et ces petits aspects anormaux des QRS là, nous seront bien utiles lorsque nous aurons des tachycardies ventriculaires à distinguer d'une tachycardie avec bloc gauche. Encore un dernier diagnostic différentiel. Vous voyez, tout ceci ressemble à un bloc gauche, un QRS élargi, une ondaire un peu empâtée, très empâtée, mais elle n'est pas fragmentée comme tout à l'heure. Il n'y a pas d'onde Q. Mais il y a des choses curieuses. Je vous laisse regarder un petit peu. Il y a des choses curieuses pour un bloc de branche gauche qui sont intéressantes parce que nous avons toujours dit que la descente du QRS devait être rapide. Or ici, vous voyez, elle est crochetée. Il faut donc penser que c'est un rythme ventriculaire et non pas un rythme jonctionnel, bien qu'il y ait une onde P. La seule façon d'expliquer ça, c'est de voir la petite déflexion initiale qui correspond à un pacemaker ventriculaire avec une stimulation bipolaire qui affine un peu les QRS. Donc c'est un tracé de rythme ventriculaire par stimulation ventriculaire ou pacemaker bipolaire. Voilà. Donc on a terminé sur le BBG. Nous avons vu les hémiblocs antérieur gauche avec l'axe dominant en VL, le bloc incomplet gauche avec l'empattement du pied de l'ondaire et toujours les troubles de la repolarisation, le bloc de branche gauche avec la disparition de l'onde Q et le QRS fragmenté à son sommet en D1 ou V6, et enfin le très rare hémibloc postérieur gauche qui se voit sous forme d'une grande ondaire en D3 avec un empattement du pied de l'ondaire distal, une petite onde Q. Nous avons vu également qu'il pouvait y avoir des blocs de branche gauche au cours des tachycardies, que dans ces cas-là en V1 la descente était rapide, et que derrière la disparition du tachycardie, il pouvait y avoir avec bloc de branche gauche un effet Chatterjee en cas de bloc fréquence dépendant. Nous avons vu également qu'en cas de rythme ventriculaire, rythme pacemaker ou RIVA, eh bien la descente était plutôt très ralentie en V1. C'est un rythme ventriculaire de type tachycardie ventriculaire ici. Enfin, nous avons vu que le QRS nous permettait de voir un certain nombre de pathologies associées, l'hypertrophie ventriculaire gauche, que l'on peut voir plus difficilement, mais quand même en hémibloc antérieur gauche, bloc incomplet gauche, voire même BBG. On peut voir des cardiomyopathies dilatées si les QRS sont très larges ou fragmentés. Donc, on s'en servira. On décrira la largeur du QRS et on dira si la forme des QRS est typique ou atypique, et la repolarisation, on dira si la discordance est appropriée ou pas, car on peut voir des syndromes coronariens avec des petits signes comme les signes de Sgarbosa, Cabrera et la discordance appropriée. Ici, il s'agit d'un infarctus. On reverra ça plus tard. Je vous remercie.